Jean Giono, la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. Le combat paysan contre les temps modernes, perle des grandes armes. Mais la violence ne donne pas de victoire éternelle. En quoi vous aura-t-elle transformé pendant tout le temps de la bataille? Le jour où vous serez les maîtres, serez-vous toujours dignes d'être les maîtres? Dès qu'on perd sa nature, on perd ses qualités naturelles. Vous avez une longue habitude du contraire de la violence, et vous y êtes manifestement d'une magique habileté. Il n'y a qu'à regarder la succession des champs et ces troupeaux d'herbes dont vous êtes les bergers. Vos adversaires ne sont que des paysans qui ont perdu vos qualités naturelles. Par une sorte de malice philosophique, en vous révoltant contre l'état de la société moderne, vous vous révoltez contre votre double dégénéré. Ce ne sera jamais une victoire que de vous dégénérer vous-même, par quelque détour que ce soit. Quand j'ai connu votre désir de révolte, j'ai été étonné de comprendre en même temps que vous pensiez à la violence. Ce n'est pas un outil paysan. Je sais que jusqu'ici, à travers toute l'histoire, les soulèvements paysans s'en sont toujours servis. C'est pourquoi ils n'ont rien construit. Mais maintenant, nous n'avons pas besoin de soulèvement. Je ne serais pas avec vous s'il ne s'agissait que de cette ridicule petite affaire. Il s'agit de conquérir et de construire définitivement la joie de vivre. C'est fait de la délicatesse de 1000 sens fragiles. Cette fois-ci, vous n'avez pas seulement à combattre désespérément pour sauver votre vie, pour sauver la vie à la paysannerie, vous avez à combattre pour sauver la vie de tous les hommes. Ce que vous allez construire, tout le monde l'habitera. Ce que vous allez conquérir, vous allez le donner à vos ennemis mêmes. C'est pourquoi j'attache tant d'importance à ce que vos bataillons soient armés des grands outils. Ce sont d'ailleurs ceux dont le maniement vous rende invincible. Vous voyez comme la victoire est facile. Mais, au moment même où vous allez entreprendre la bataille, vos adversaires vous ont déjà vaincu. Avant même de commencer à combattre, ils vous ont vaincu dans un combat de conscience. Ils ont abaissé votre grandeur. Ils ont avili votre noblesse comme s'ils avaient compris que c'était vos armes. Et oui, peut-être l'ont-ils compris. Ils vous ont tout de suite attiré sur des terrains où ils savent mieux manœuvrer que vous. Ils vous ont imposé leur bataille. Et dans celle-là, ils ne vous craignent pas. Quelle est la situation du paysan dans la société et dans la société moderne? Le paysan est un homme qui travaille avec le mot propriété. Avant tout, il dit « ma terre, ma semence, ma récolte, j'ai eu du mauvais temps ». C'est l'individu pur, c'est l'homme qui n'a pas besoin de la société, qui ne compte pas sur la société, qui se suffit à lui-même. Il est exactement comparable à un arbre. Il est profondément enraciné dans un sol d'où il tire sa nourriture. Il est formé par le sol qu'il habite. Il en a les qualités et les défauts. Il en est le complément pur, l'expression pure. Sa forme physique et sa matière spirituelle sont des produits de ce sol. Il n'est ni une classe, ni une race. Il est une subdivision du règne animal. Il est l'homme. C'est lui qui a des rapports avec le monde. Il ne se classe pas dans la sociologie, il se classe dans la zoologie. Il ne fait pas partie d'un système spirituel d'invention. Il est un transformateur naturel de matière. Il n'invente pas, il collabore. Il ne produit pas, il se produit. Vous ne faites pas autre chose que vous faire vous-même. Nous parlerons du surplus tout à l'heure. Vous êtes directement les ouvriers de votre vie. Vous faites pousser le blé et vous le mangez. Vous soignez la vigne et vous buvez le vin. Les fruits que vous cultivez, vous les avez amenés par l'intelligence de la forêt sauvage à vos jardins. Vous avez employé une sorte de science physique à les rendre plus abondants et de meilleur goût, étant constamment guidé et soutenu dans ce travail par le désir de vos artères, de vos veines, de vos muscles, composant ainsi avec vous-même et le monde un mélange plus intime que ne le font les autres êtres vivants, tout au moins dans l'ordre des idées que l'homme peut comprendre. Pour comprendre le sens général du vrai mélange avec le monde et savoir si le nôtre est plus ou moins intime, il faudrait pouvoir comprendre le monde comme tous les êtres vivants,
c'est-à-dire percevoir le monde extérieur comme le perçoivent, par exemple, les sauterelles, les oiseaux, le cheval, l'épi d'avoine, et savoir ce qu'ils en exigent. Enfin, vous avez employé une science. Vous l'avez employée à vous mélanger avec le monde le plus possible, suivant le désir qu'une jouissance de votre corps donnait à votre intelligence. Ici se trouve d'ailleurs le vrai sens de la science. Vous lui donnez naturellement la simplicité, la sagesse, la pureté qui lui manquent. Vous lui donnez sa mesure humaine. Nous aurons souvent à parler des mesures humaines en parlant de vous. C'est votre grande qualité, c'est notre dernier espoir. En tout et pour tout, vous travaillez directement pour la vie. Rien dans ce que vous travaillez qui ne puisse être immédiatement employé à la vie. L'existence biologique dirige votre travail. Les jouissances de votre corps, la joie de vivre en organisent le progrès. Aucune de vos ambitions n'est, au départ, dirigée vers une richesse métallique, destinée à satisfaire l'appétit de calcul d'une intelligence séparée de ses problèmes naturels. Mais toutes vos ambitions désirent simplement l'abondance d'une richesse comestible, destinée à satisfaire l'appétit de tous vos sens. C'est de cette richesse-là que je parlais au début de ma lettre. Si nous comparons un paysan à un homme produit par la société moderne, ouvrier, bourgeois, homme d'école, nous voyons toujours leur séparation. Le paysan ne poursuit pas de but à longue échéance, qui exige un long sacrifice pour une fulgurante satisfaction, parfois purement artificielle. C'est un procédé d'hommes sur lesquels la technique sociale a travaillé, donnant à l'héroïsme un sens social, faisant du héros le serviteur de la collectivité. Son but, le paysan l'atteint tous les jours, sur l'instant même. Il se satisfait longuement de vivre tous les jours. Il n'a pas de conception morale du héros. Quand il devient un héros, et c'est souvent, il y est poussé par l'intense réclamation de tout son corps physique. Il n'y a aucune raison pour qu'il soit héros. Il y a seulement son corps, et c'est lui, dans ces occasions, qui le transporte dans l'héroïsme. Le simple corps de l'homme. La révolte des viscères contre le mal et l'erreur. Gloire plus éminente que celle des raisonnements philosophiques. Victoire d'une des excellences incontestables de l'homme. Héroïsme pur. Héroïsme purement individuel. Nous sommes loin de ce faux héroïsme réclamé par les raisons de la société et dont le plus célèbre est celui qui, paraît-il, s'exerce sur les champs de bataille. Comme tout à l'heure, la conception de la science suivant la société, ici, la conception de l'héroïsme suivant la société détruit l'homme au lieu de le sauver. Chaque fois que nous opposerons le sens paysan à la raison sociale, nous verrons ainsi s'éclairer toutes les impuretés dont le social a sali et chargé la noblesse et la grandeur de l'homme. Dans toutes les occasions, le paysan travaille à vivre. Dans sa vie, il n'y a pas de suspens, c'est-à-dire de moments où on travaille sans vivre, le plus rapidement possible, comme le travail du plongeur au fond de l'eau, avec la promesse, après ce travail, d'un temps plus ou moins long, où l'on aura permission de vivre, comme le plongeur qui vient respirer à la surface. Ce qui est la vie de l'ouvrier, et il faut le souligner, également la vie de son patron, la vie de l'industriel. Ce qui est la vie de l'homme d'école, je veux dire, celui qui sort de grandes écoles où des apprentis sorciers professent la sorcellerie. Ce qui est la vie de la société. Et quand vous parlez à un homme socialement technique, il ne rêve que du temps où les machines feront tout le travail, où l'homme ne travaillera plus, c'est-à-dire respirera à la surface, croit-il, ne travaillera plus que quelques minutes par jour à pousser des boutons de machinerie ou à lever et baisser des commutateurs. Et qu'est-ce qu'il fera le reste du temps, lui demandons-nous. Et il nous répond, il se cultivera. Quand ce pauvre homme a oublié, ne sait pas, ne peut pas savoir, que sa position antinaturelle, que la vraie culture de l'homme c'est précisément son travail, mais un travail qui soit sa vie, ce qui évidemment n'est le cas pour aucun travail technique. On ne peut pas savoir quel est le vrai travail du paysan, si c'est labourer, semer, faucher, ou bien si c'est en même temps manger et boire des aliments frais, faire des enfants et respirer librement, car tout est intimement mélangé, et quand il fait une chose, il complète l'autre. C'est tout du travail, et rien n'est du travail dans le sens social du travail, c'est sa vie.